Eh oui, chers téléspectateurs, le livre Mon Savoir change de dimension. Et aujourd'hui, nous sommes justement au bord de l'océan Atlantique. L'océan Atlantique qui fut autrefois le passage meurtrier des esclaves congolais vers l'autre côté de l'Europe. Mais aujourd'hui, nous sommes ici parce que le livre Mon Savoir va expliciter un livre écrit par un natif de Brazzaville. Vous savez, quand on revient de Brazzaville, la première des choses qu'on désire visiter à Pointe-Noire, c'est l'océan Atlantique. Et voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes là, nous allons recevoir un monsieur que vous allez bientôt découvrir, qui nous vient avec un livre, Le désert tropical. Donc, on ne va pas en dire plus. À très bientôt. Nous allons découvrir ce monsieur. Mais entre-temps, savourer la très bonne vue de l'océan Atlantique. Alors, nous allons, cette fois-ci, pour découvrir cet écrivain qui nous vient de Brazzaville. Vraiment, il a soif, il veut savoir qu'est-ce qui se cache dans l'océan Atlantique. Et son livre aussi est semblable à l'océan Atlantique parce que pour percer la profondeur de son livre, il faut avoir des connaissances littéraires. Alors nous allons le découvrir, cet écrivain qui nous vient directement de Brazzaville. Voilà, il s'agit de Ephraim Bankana Ntondele. Il est là, bien assis au bord de l'océan Atlantique. Bonjour, monsieur Ephraim Bankana. Bonjour, monsieur Swadim. Alors, je vais me permettre de m'asseoir. La première question que je vais vous poser, monsieur Ntondele, je sais que vous êtes un écrivain de Brazzaville et vous êtes natif de Brazzaville. Hein? Et quand vous venez à Pointe-Noire, la première des choses que vous désirez visiter, c'est l'océan Atlantique. Alors, regardez un peu l'océan Atlantique et dites-moi, quelles sont vos impressions lorsque vous regardez ce vaste bleu, hein, voilà, qui fut autrefois le passage des esclaves. Quelles sont vos impressions, monsieur Ephraim Bankana? L'océan Atlantique est infini. L'océan Atlantique, c'est toute la vie. L'océan Atlantique est une source d'inspiration pour nous, les écrivains. L'océan Atlantique, une source d'inspiration. Donc on peut dire que l'océan Atlantique peut être comparable à la muse. En effet. Voilà, le poète ici présent nous dit que l'océan Atlantique constitue aussi pour lui une source d'inspiration. Ephraim, vous avez l'habitude de voir le fleuve Congo, hein, à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez comparer le fleuve Congo à ce vaste bleu, l'océan Atlantique? On ne peut pas comparer le fleuve Congo à l'océan Atlantique parce que ce n'est pas la même étendue. Et le fleuve Congo est un affluent de l'océan Atlantique. Ah, d'accord. Donc, vous avez vu qu'ici, à Pointe-Noire, nous avons une chose de plus que Brazzaville. Hein. Bien entendu, chers téléspectateurs, Ephraim Bankana Ntondele, qui est ici présent, nous vient avec un enfant, un bébé. Ce bébé mérite d'être explicité dans sa profondeur et nous allons jauger aussi la profondeur de l'océan Atlantique dans ce bébé qui est ici, désert tropical. Voilà, signé Ntondele Bankana Ephraim. Alors sans plutôt tarder, chers téléspectateurs, comme vous le savez très bien, que lorsque Destin Swadim tient le micro pour expliciter un livre, il propose premièrement un résumé de ce livre. Mais avant tout, je me tourne du côté de mon invité. Ephraim, votre ouvrage, Désert tropical, ça contraste avec la présence de l'océan. Désert, l'océan. Oui, en effet, désert tropical contraste avec l'océan et des déserts tropical en lui-même, c'est un contraste. C'est un contraste tout de même. Alors d'accord, comme il est dit, désert tropical en lui-même est un contraste parce que pour comprendre la profondeur qui s'y trouve, il faut avoir des yeux, hein? Monsieur Ephraim, j'espère que vous allez me prêter vos yeux pour que je perce dans les profondeurs comme autrefois Jean-Baptiste Tati-Loutard qui avait des yeux qui perçaient dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Le livre Désert tropical ne doit pas être lu avec les yeux. Le livre Désert tropical doit être lu avec son esprit.
parce que c'est un livre qui demande beaucoup de concentration et surtout de la méditation. Oui, c'est dit par l'auteur, c'est pas dit de moi. Alors, chers téléspectateurs, vous qui aimez bien suivre le livre Mon Savoir, votre émission exclusivement dédiée à vous, chers téléspectateurs, pour découvrir les écrivains d'ici et c'est d'ailleurs. Et vous savez que pour suivre le livre Mon Savoir, il faut être scotché sur votre chaîne DRTV, DRTV Pointe Noire, vraiment nulle part ailleurs, surtout désormais sur HD, voilà, donc haute dimension. Nous allons directement vous proposer le résumé de Désert tropical. Nous allons dire ceci. Désert tropical est un recueil de 6 nouvelles écrit par Ephraim Bakanan Tondele, ici présent. Il comprend 67 pages et a été édité aux éditions L'Harmattan Congo en 2017. Ces 6 nouvelles sont centrées sur 2 thématiques principales, à savoir l'amour et la guerre. S'agissant du premier thème, celui de l'amour, les nouvelles Blues Tropical, La folle de la rue Mboshi et Ma bénédiction nous présentent d'autres aspects de l'amour. En effet, Blue Tropical raconte une histoire d'amour teintée de tristesse extrême. 2 amoureux se rencontrent et peu à peu se séparent, puis s'installe l'éternel éloignement causé par la fuite de l'être aimé. Il dit « Mon âme est accrochée à un toundra de gens saintes, en train d'être englouti par le flot du fleuve Congo. » Rappelez-vous, j'ai parlé du fleuve Congo tout à l'heure qui ne peut pas rivaliser avec l'océan Atlantique. Laissant un vide incapable de contenir quoi que ce soit. Alors, c'est la première nouvelle. La deuxième, quant à elle, est intitulée La folle de la rue Mboshi. L'auteur nous met en scène une fille qui passe de la misère aux fiançailles forcées à la prostitution, de la prostitution au foyer. Mais pas n'importe quel foyer, un ménage où elle avait toutes les richesses du monde, sauf la présence permanente de son homme. Quel contraste! Vous avez toutes les richesses du monde, mais vous ne voyez pas tous les jours votre être aimé. C'est difficile, monsieur Ephraim. On va revenir. Et enfin, dans Ma bénédiction, l'auteur nous présente une fille appelée Ndumba, comme en lingala Ndumba. Cette fille est une héritière de sa mère, appelée Mangirita. Celle-ci vante sa beauté et ses capacités sexuelles à extasier des hommes. Elle affirme et réaffirme son identité de prostituée. Elle en est fière. Elle dit qu'elle ne pourra absolument pas se séparer de ce métier parce que c'est plus fort qu'elle-même. Alors, pour ce qui concerne le deuxième thème, qui n'est entre autres que celui de la guerre, l'auteur nous met en scène toutes les cruautés de la guerre, à savoir les femmes violées, des hommes sodomisés, c'est triste, hein? Des enfants tués, des civils soumis au carnage. Voilà, monsieur Blaise Bakana, les résumés que j'essaie de proposer de votre livre. Alors, vos impressions, est-ce que ces résumés rencontrent vos attentes? En effet, ce résumé rencontre mes attentes. Peut-être il y a quelque chose à reprocher que nous n'avons pas pu percer parce que nous ne sommes que de simples lecteurs et vous êtes bien disposés à nous expliciter certaines réalités de ce livre. Hein? Mais c'est par rapport aux questions que j'éclaircirai le livre. Merci beaucoup. Donc, monsieur Blaise est prêt à répondre aux questions du journaliste que je suis, Destin Swadim, que vous aimez bien suivre. Alors, on va s'y plonger directement dans l'océan Atlantique pour extirper ce qui s'y trouve. Je vais vous poser la première question. J'espère que vous n'allez pas opter pour le silence comme quelqu'un.
Pas du tout, je suis là pour éclaircir le grand public. Ah, voilà, vous êtes là pour éclaircir le public par rapport à ce que vous avez écrit. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur Ephraim, j'ai tendance de dire Ephraim Diabankana parce que j'avais reçu dernièrement un écrivain au nom de Diabankana et raison pour laquelle le nom revient souvent. Alors, je serai attentif cette fois-ci. Je vais dire Bakana Ntondele Ephraim. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Ephraim, soyons sérieux. Soyons sérieux. Lorsque nous lisons avec beaucoup plus d'attention votre ouvrage Désert tropical, nous constatons que vous faites appel à la métaphore. Cette figure de style qui consiste à désigner une réalité par une autre à partir d'un élément qui leur est proche. En l'occurrence, vous évoquez, par exemple, la transformation de la graine en cultivateur. Nous savons très bien que c'est le cultivateur qui sème la graine. Mais une métaphore présente dans votre livre se dit que la graine se transforme en cultivateur. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs, vous qui voulez transformer la graine en cultivateur? Quelque chose qui est tout à fait étonnant. Ce n'est pas moi qui voudrais transformer la graine en cultivateur, mais c'est plutôt la graine elle-même qui veut se transformer en cultivateur. Comme vous l'avez dit, le livre est beaucoup poétique. La graine dans cet ouvrage, dans cette nouvelle blues tropicale, représente un jeune homme. Un jeune homme qui vit dans une société dans laquelle les règles sont déjà établies. Mais ce jeune homme ne se reconnaît pas dans ces règles. Et il décide de créer un monde dans lequel il va se sentir lui-même et non quelqu'un d'autre. En quelque sorte, les jeunes ne se retrouvent pas dans les règles préétablies par la société et il veut imposer ses propres règles. N'est-ce pas de la rébellion, monsieur? Pas imposer ses propres règles, mais vivre par rapport à sa façon de voir les choses. Vivre par rapport à sa vision. Ce n'est pas de la rébellion, mais c'est juste qu'il voudrait vivre sa vie, tout simplement, au lieu que ce soit les autres qui pensent à sa place. Bon, mais ça reste quand même à désirer. Il y a des règles dans la société. On dit, si vous allez dans une nouvelle société et que les gens de cette société dansent avec un seul pied, il faut vous aussi vous adapter à danser avec un seul pied. Mais ici vous dites non, mais c'est quand même une contradiction. C'est comme Mouloubé qui se trouve dans le Nigeria profond et qui veut transformer cette société par rapport à ses aspirations. Non, il ne veut pas transformer la société. C'est juste que ce jeune homme voudrait que la société le laisse vivre tel que lui il pense, au lieu de vivre tel que la société pense. Bien, merci. En tout cas, c'est la réponse du poète. Nous ne saurons la contester, c'est dit par lui. Alors, Blaise, excusez-moi, Ephraim, on va aller un peu pas à pas. On va aller pas à pas. Dans Blues Tropical, vous racontez l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une fille. Et cette rencontre ne durera pas longtemps, de telle sorte que la fille va s'enfuir. Donc, si je comprends bien, c'est la fuite de l'amour. Mais pourquoi présentez-vous l'amour sous cette forme, au lieu que l'amour reste quelque chose de bien, mais ici l'amour se présente comme une réalité fatale qui laisse l'autre dans un désert tropical, comme vous le dites, parce qu'il le dit lui-même, le personnage, il dit que l'absence de son être aimé fait de la présence de celui qui aime une totale absence. L'amour, ce n'est pas toujours l'amour. Et l'amour, il ne faudra pas toujours qu'on le présente tel que nous le connaissons. L'amour a des facettes. Parmi ces facettes, c'est l'histoire de ce jeune homme qui fait la rencontre d'une fille. Au départ, il ne veut pas de la fille, mais il l'accepte quand même. Et par la suite, la fille s'en va avec son âme, disons avec son être. Et ce jeune homme est vide. Il est à la quête de cet amour qui s'en est allé. Et quelque chose encore qui me perce les tripes, c'est que
Ce jeune homme dit que le vide laissé par l'être aimé ne peut absolument pas être comblé par un autre être. C'est pourquoi j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que en amour, il n'y a pas de remplacement? Il ne faudra pas voir les choses comme telles, c'est-à-dire qu'en amour, il n'y a pas de remplacement, mais il faudra plutôt poser la question de savoir si dans l'amour de ce jeune homme-là, tel que ce jeune homme conçoit cet amour, est-ce qu'il n'y a pas de remplacement? Pour ce jeune homme, il n'y a pas de remplacement parce que pour lui, l'amour, c'est vivre avec cet oiseau qui s'en est allé. Et pour pouvoir essayer de rattraper, s'il faut parler comme ça, cet oiseau, il a donné la mission à des chasseurs, à des personnes habilitées à chasser cet oiseau. Eh bien, bon, mais si la question était posée à l'auteur, est-ce que l'amour, on peut le remplacer par quelqu'un d'autre? Vous constatez que l'écrivain est en train de rire, je ne sais pas, il va nous expliquer pourquoi. Bon, est-ce que l'amour peut être remplacé par quelqu'un d'autre? Oui et non. Chacun ne voit pas l'amour comme tout le monde. Chacun a sa façon de voir les choses et chacun a sa conception. Voilà. En amour, chers téléspectateurs, chacun a sa conception. On pourra dire qu'il y a de ceux qui aiment de minces, il y a de ceux qui aiment de grosses, comme on dit autrefois dans un livre que j'ai lu de Sokat Mavuba qui parlait de femmes Mfumbamwela. Donc il y a de ceux qui aiment de Mfumbamwela et il y a de ceux qui aiment de minces. Mais nous aimons plus l'océan Atlantique. Bien, on va passer à la deuxième nouvelle, Monsieur Ephraim. La deuxième nouvelle, il s'agit de la folle de la Rumboshi. Nous l'avions dit dans notre résumé que dans cette nouvelle, l'auteur nous parle d'une fille qui a connu trois moments principaux dans sa vie. Trois moments d'amour. Le premier moment, c'était la misère dans le palais, dans la maison de son père. Et deuxièmement, cette fille va connaître le fiançailles forcé et peu à peu, elle va quand même commencer à aimer l'être forcé. Et enfin, un peu par la suite, plutôt, cette fille va connaître ce qu'on appelle par la prostitution parce que l'être aimé va voyager et lorsqu'elle part, il va laisser un vide et la fille se livre à la prostitution et après le retour de son être aimé, elle ne pourra pas supporter sa présence parce qu'elle s'est déjà donnée à la prostitution parce qu'elle le dit elle-même qu'elle a laissé son pagne dans la rue. Et alors, face à cette honte, elle va décider de traverser le fleuve Congo. Donc, elle ne sait pas dans quelle rive il se trouvait. L'auteur, il va nous expliquer, pour aller dans une autre rive. Et là, il va continuer de mener cette vie de prostitution. Heureusement pour elle, elle va faire une rencontre. La rencontre avec des hommes qui changent en un clin d'œil la vie de celui qu'il rencontre. Cette fille de la prostitution, elle va passer à la vie du foyer. Et pas n'importe quel foyer, dans un foyer polygame. Elle est juste une concubine. Elle vit dans un palais semblable à un paradis. Malheureusement, toutefois, elle ne voit pas son homme. Son homme n'est pas en permanence avec elle. Alors voilà une situation dans laquelle l'auteur nous plonge. Nous allons nous tourner du côté de l'auteur. Une telle histoire qui laisse à désirer, monsieur. Comment cette fille, comment avez-vous voulu présenter l'amour dans ces étapes, ces trois étapes aussi difficiles? La misère, le fiançailles forcé, la prostitution et le foyer, un foyer où on ne voit pas en permanence son mari. Dans la folle de la Rumboshi, c'est une femme qui veut échapper à la pauvreté. C'est une femme qui souhaite sortir de la situation de la misère. C'est une femme qui veut échapper au mariage forcé. Raison pour laquelle elle jette son pain dans la rue et le pain se transforme en lambeaux. Les lambeaux sont emportés par le vent. Ensuite, elle traverse le fleuve à la nage pour se retrouver de l'autre côté de la rive.
et pour espérer avoir une vie meilleure. Malheureusement pour elle, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Ce n'est pas ce qu'elle rencontre. Elle se retrouve entre les mains d'un homme riche, d'un homme qui a les moyens, mais c'est un homme qui n'est jamais sur place, qui n'est jamais là, qui arrive à l'improviste. Donc, bien qu'elle soit dans le confort, mais au fond d'elle, elle n'est pas elle-même. Elle est prisonnière de la société. Rappelons-le que cette fille a été présentée pour son père, en fait, un recours. En fait, le bonheur de la famille dépendait de cette fille. Parce que le père voulait que, à partir de la fille, qu'il puisse en tirer profit. Que la fille se marie à un homme riche, que la fille devienne une femme du foyer, afin qu'il puisse prendre soin de ses parents. C'est pourquoi je veux vous poser la question de savoir, cette fille, est-ce que ce père plutôt avait atteint son objectif? Parce qu'il voulait que la fille soit mariée et qu'elle s'occupe de la famille. Heureusement, la fille va trouver un copain qui s'occupe aussi de la famille. Mais dans d'autres circonstances, est-ce que le père a atteint son objectif? Malheureusement, non. Parce que pour le père, il fallait que sa fille soit mariée. Pour le père, il fallait que sa fille puisse avoir une bonne hygiène de vie, entre guillemets. Mais ce n'est pas le cas pour cette fille-là. Puisque c'était la vision du père. Et la fille ne s'est pas reconnue dans cela. Bien qu'elle se retrouve dans un foyer, entre guillemets, mais le père n'a pas atteint ses objectifs. Alors, Monsieur Blaise, vous allez regarder la caméra. Selon regarder la caméra, chers téléspectateurs, nous sommes dans une situation tout à fait difficile. Un papa qui fait de sa fille, en quelque sorte, une marchandise. C'est pourquoi je vais poser la question à l'auteur. Est-ce que c'est bien pour un père de faire de sa progéniture une marchandise pour en tirer profit? Chez nous en Afrique, on met au monde des enfants pour que ces enfants soient comme une richesse. Ou mieux, en Afrique, les enfants sont une richesse. Et pour les filles, si la fille est belle, surtout si le papa est pauvre, le papa dira que je vais épouser cette fille, je voudrais que cette fille épouse quelqu'un de riche. D'où on parle du mariage forcé. Et je pense que c'est une situation, ou mieux une tradition, qui détruit la vie des enfants africains, surtout des femmes. Donc, chers téléspectateurs, vous constatez, vous voyez même le visage de l'auteur quand il parle de cette situation. Il frémit, il frémit en voyant certains parents qui font de leur progéniture de marchandises pour en tirer profit. Je pense que cela, c'est une cruauté qu'il ne faut absolument pas faire dans votre vie lorsque vous nous suivez de là où vous êtes. Alors, chers téléspectateurs, nous allons poursuivre toujours dans l'explication de ce bel ouvrage intitulé « Désert tropical » qui est constitué de 6 nouvelles. Nous allons passer à une de nouvelles aussi qui nous inspire beaucoup. Cette nouvelle, il s'agit de « Ma bénédiction ». Dans « Ma bénédiction », comme nous l'avions dit tantôt, et on va répéter quand même, dans « Ma bénédiction », c'est l'histoire d'une femme, Mangirita, qui a mis au monde ses enfants et à qui elle lègue vraiment un héritage tout à fait exceptionnel. Elle dit à ses enfants de se prostituer en quelque sorte comme elle l'a fait. Et la fille qui a beaucoup pris de sa mère, c'est cette fille-là appelée Ndumba. Ndumba, elle a assimilé les conseils de sa mère, elle a appris dans sa profondeur possible les conseils de sa maman qui a dit qu'il faut que la fille, partout là où elle va se présenter, que les hommes tremblent. Effectivement, lorsque vous allez lire Ma bénédiction, vous allez voir que cette fille, quand elle parle d'elle-même, elle dit que tous les hommes qui la voient passer, ces hommes-là tremblent. Si vous êtes un sapeur,
vous allez encore chercher à réajuster votre cravate pour attirer son attention. Et si vous êtes qui que ce soit, vous allez chercher à faire un petit geste pour attirer son attention. Et assurez-vous, cette femme a été la piscine publique. Vous comprenez ce que je veux dire, la piscine publique. Alors je me tourne du côté, toujours du côté de Frem Bakanan Tondele, qui nous présente cette situation aussi délicate. Mes chers téléspectateurs, une fille qui a reçu de sa mère l'instruction de devenir une prostituée. Quel genre de maman, Tondele? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, monsieur Tondele? Dans ma bénédiction, le message que je veux faire passer, ou mieux ce que je dénonce, c'est le fait que les parents, certains parents, demandent à leurs filles, ou mieux, à cause de la pauvreté, n'envoient pas leurs enfants à l'école. Et si ces enfants sont belles, elles vendent leurs services aux plus offrants. Alors, c'est là où vous parlez, hein, dans l'ouvrage, que cette fille-là, quand elle passait, elle attirait effectivement l'attention de tous les hommes. Et tous les hommes s'intéresseraient à elle. Et c'était là l'instruction de sa mère. Mais est-ce qu'une mère digne de ce nom peut-elle donner ce genre d'instruction à sa fille? Alors vous allez regarder la caméra pour dire à ces mamans, ou en fait d'une manière perçante, est-ce qu'une maman doit-elle conseiller à sa fille de devenir prostituée? Alors en écrivant cette histoire, qu'est-ce que vous voulez dire en réalité? Toutes les mamans sont dignes d'être appelées mamans parce que ce sont les mamans qui donnent la vie. Mais dans le message, disons dans la nouvelle, le message à faire passer, c'est de dénoncer le fait que la pauvreté est une source de dépravation. La pauvreté pousse certaines personnes, sinon certaines femmes, à développer certains talents, tels que celle dans cette nouvelle Ndumba. Elle est belle. Et la maman s'est dit, comme je n'ai pas les moyens d'envoyer ma fille à l'école pour qu'elle gagne sa vie, pourquoi ne pas exploiter ce talent naturel qu'elle a? Elle a été bénie par la nature, elle a des formes généreuses. Pourquoi ne pas mettre à profit, disons, au service de ceux qui ont les moyens, les services de ma fille? Ephrem, on va se regarder. Je vais vous poser, là je pose la question à l'auteur. Parce que tout le temps, je constate que vous vous enfermez, d'accord? Vous voulez toujours prendre le costume de vos personnages. Maintenant, je pose la question à l'auteur. Ce n'est pas au narrateur, mais à l'auteur. Monsieur Ephrem, dites-moi, quelle est votre appréciation de la prostitution? La prostitution. Je pense que c'est une mauvaise chose pour nous les Africains. Mais je pense qu'il ne faudra pas poser la question de savoir qu'est-ce que la prostitution. Mais il faudra plutôt poser la question de savoir pourquoi la prostitution. Chez nous en Afrique, disons chez nous sous les tropiques, de façon générale, c'est la pauvreté, le manque de débouchés qui pousse les femmes à se prostituer. Et il faudra s'attaquer à ce problème. Là, j'ai compris. J'avais raison de poser la question. Ce que je comprends, chers téléspectateurs, c'est de se poser la question de savoir pourquoi les jeunes filles se prostituent-elles et non de poser la question qu'est-ce que la prostitution. Alors la question est posée à toutes les couches de la société. Pourquoi nos jeunes filles, des mineurs parfois, se prostituent pour se faire de l'argent? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de la prostitution? Dans l'ouvrage, l'auteur nous fait comprendre que c'est de la pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer la pauvreté? C'est faire ce qui est nécessaire pour que la pauvreté disparaisse. Nous avons des ministères qui ont des missions bien définies. Et si chaque ministère exécute exactement sa mission, fait un bilan chaque fin d'année, je pense que la pauvreté disparaîtrait. Ephrem vient de me faire une très belle transition entre le premier thème qui est celui de l'amour et le deuxième thème abordé dans cet ouvrage qui n'est entre autres que celui
de la guerre. Parce que quand vous parlez de savoir, vous parlez de certaines institutions politiques, là, vous me faites vraiment plaisir parce que vous me faites une très bonne transition. Alors, Monsieur Ephraim, quand vous parlez de certains faits sociaux, en l'occurrence la guerre, vous trouvez des mots parfois exagérants, parfois justes, mais le plus souvent justes, hein, pour exprimer des faits cruels, la cruauté de la guerre, qui n'est entre autres que le viol, sodomiser les hommes, tuer les civils, en fait qui se résume tout en carnage, le carnage. Monsieur Ephraim, quand vous parlez de la guerre, est-ce que c'est pour dire stop à la guerre ou c'est pour dire voilà comment faut-il faire la guerre? Je pense que c'est pour dire stop à la guerre parce que la guerre déshumanise. Parce que la guerre transforme les hommes en animaux. La guerre nous vide de tout notre sens. La guerre déchire notre société. Et je pense que tout le monde doit se battre pour que nous ne puissions pas vivre dans la guerre, pour que nous ne puissions pas connaître la guerre. Lorsque nous lisons l'ouvrage de Frem Bakana Ntondele et lorsque nous abordons la thématique de la guerre, je vous assure qu'il y a certaines scènes qu'on ne peut pas lire si on a un esprit faible. Raison pour laquelle nous allons demander à notre invité de bien vouloir nous lire la page 31, premier paragraphe. La page 31, premier paragraphe. On va voir et on va essayer un peu d'expliquer ce qu'il y a. Les maisons du quartier sont perquisitionnées afin de retrouver des armes de guerre et tout l'arsenal. On a ramené un homme septuagénaire, surpris sous sa table de cuisine, couteau et fourchette dans ses mains. Il a aussi une bouche pleine qui l'empêche de prononcer un seul mot. L'agent qui l'a ramené déclare l'avoir surpris en plein exercice d'entraînement sous la photo du chef de l'État. Image placée sur un mur de sa cuisine. Sa bouche pleine contient un fétiche. Asperger sous la photo du chef de l'État, argumenta un soldat. Le vieil homme reçut un coup de rangers qui lui fit rendre un morceau de pain, de manioc et une grosse gousse d'ail au bas-ventre, placés sous le siège des camions et les autres dans d'autres. Alors, chers téléspectateurs, je crois que vous avez suivi la lecture éloquente de l'auteur. Regardez, on va essayer un peu de plonger dans cette scène. Un militaire va surprendre un monsieur qui était assis dans sa maison en train de manger. Et quand on mange, automatiquement, il faut qu'il y ait un couteau et une fourchette à côté. Et le militaire entre, il dit que j'ai surpris ce monsieur avec un couteau et une fourchette. Certainement, ce sont des armes avec lesquelles il voulait attaquer le chef de l'État. Et il va aller un peu plus loin en disant que ce qu'il a dans la bouche c'est pas du repas, mais c'est juste une fétiche avec laquelle il voudrait proférer de malheur ou de malédiction contre la photo du chef de l'État. Est-ce que vous voyez que on n'est plus homme, comme ce que vient de dire l'auteur, que la guerre déshumanise. Quelqu'un qui mange, il devient féticheur, il devient rebelle. Monsieur Ephraim, alors cette séquence laisse à désirer. Ça nous pousse à beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est simplement pour dénoncer la cruauté de la guerre. Parce que quand nous sommes en période de combat, les hommes ne sont plus les hommes. Les hommes ne réfléchissent plus. Les hommes plutôt agissent avec instinct. Et c'est cela que j'ai voulu dénoncer. Alors, chers téléspectateurs, nous comprenons bien que la guerre ne fait pas évoluer la société. Aucune société dans le monde ne peut évoluer avec la guerre ou ne peut évoluer dans la guerre
Voilà le message que l'auteur voudrait passer. Parce que la guerre déshumanise, la guerre défamiliarise, la guerre réduit l'homme à une bête de somme. La guerre réduit l'homme à un homme de trop. Donc il ne faut absolument pas faire la guerre. Ce n'est pas dit de moi, mais c'est dit par M. Ephraim Bakana Ntondele. Alors M. Ntondele, votre ouvrage, je pense que petit à petit, on est en train de l'expliquer. Mais nous allons nous intéresser au style. Hein. On va s'intéresser au style d'écriture de votre ouvrage. Lorsque nous lisons votre ouvrage, il y a une forte présence poétique. En tout cas, quand vous allez lire ce bel ouvrage, il faut avoir quelques connaissances poétiques pour cerner ce qui s'y trouve. Mais Ephraim, pourquoi n'avoir pas écrit un recueil de poèmes au lieu de nous faire la narration sous forme d'une nouvelle? Pourquoi avoir utilisé la poésie? C'est simplement parce que les scènes qui sont décrites dans l'ouvrage Désert tropical sont des scènes atroces. Et je n'ai pas voulu choquer le grand public, raison pour laquelle j'ai embelli les mots en utilisant la poésie. Effectivement, lorsqu'on lit l'ouvrage, s'il s'agit de décrire une scène, par exemple une scène d'acte sexuel où il y a l'acte sexuel, vous ne le dites pas. Vous préférez passer par des mots pour contourner un peu la réalité, et pourtant la réalité y est. Est-ce que c'est par peur, de peur que peut-être les autorités, ou soit non, peut-être a voulu dire ceci? Pourquoi vous avez évité de dire le mot par le mot, ou le chat par le chat, le chien par le chien, comme l'a fait par exemple notre doyen Sokate Mavouba? C'est la magie de la littérature. On peut dire une chose en utilisant plusieurs mots. On peut dire une chose de plusieurs façons. Moi, j'ai préféré la poésie. C'est aussi par respect de la tradition africaine. Parce que dans Rien que des pleurs, on décrit une scène de viol. Et telle qu'elle est décrite, s'il fallait la décrire telle qu'il fallait la décrire, les gens seraient choqués. J'ai préféré utiliser des images pour rendre cela agréable à lire, au lieu que ce soit une scène cruelle. Voilà, donc c'est le choix de l'auteur, on ne peut pas lui reprocher cela. Alors, toujours dans les techniques d'écriture, l'auteur, vous avez aussi fait appel à la paraphrase, d'accord? À la paraphrase, cet procédé qui consiste pour l'auteur d'ajouter juste des mots sur une phrase déjà dite par quelqu'un d'autre. Pour cela, je vais demander à l'invité de bien vouloir nous lire la page 8, dernier paragraphe. Un garçon de mon quartier aurait cru voir dans une ruelle de ma ville mon âme tomber lors de la fuite de mon oiseau tant aimé. Je viens de m'acheter une lampe à pétrole et une lampe électrique afin d'éclairer dans la journée l'ombre de mon âme. La nuit, elle ne peut se déplacer. Elle s'allonge là où le crépuscule la surprend. Elle est vulnérable, prête à être avalée par les chiens errants qui galopent dans la foule. Je dois coûte que coûte retrouver mon souffle. Par moments, je l'entends hurler mon nom. Et quand je m'approche, elle a déjà emprunté un autre sentier. Je dois l'avoir entre mes mains, car la saison d'arbres sans feuilles approche. La saison d'herbes sans feuilles ne sourit pas, aidant à la verdure une teinte jaune. N'étant pas couverte, elle risquera mon âme de rendre l'âme. Et là, je ne serai plus que l'ombre de mon ombre, la silhouette de ma silhouette, une pacotille bonne à la pâture. J'aperçois son cri. Alors ici, ce paragraphe nous renvoie dans une situation biblique, dans Cantique des Cantiques. On peut lire Cantique des Cantiques 3, le verset 1 à 3, où l'être aimé est à la recherche de son âme sœur. C'est comme ce que vous dites. Donc vous faites un peu la paraphrase. Ainsi que à la page 45, vous écrivez
Vous écrivez, si on peut lire, troisième paragraphe, 45, page 45, troisième paragraphe, pour voir ce que... Voilà, oui. Je vous laisse. Je vous laisse ma bénédiction, je vous donne ma bénédiction. Allez partout et faites parler de vous à travers tout le pays. N'ayez pas d'interdit. Tirez tout ce qui bouge afin de vous faire respecter. Cherchez, fouinez, bêchez. Ne laissez aucun endroit sans votre griffe. Allez vers tous les horizons en allant de conquête en conquête, les unes plus grandes que les autres. En cas de problème, venez allumer des cierges autour de ma tombe, y verser du vin de palme, creuser partout, labourer sur tous les terrains, que vos conquêtes restent indélébiles sur toute la société. Moi, Mangirita, une pauvre femme, née dans la couche la plus basse de notre société, dans le quartier le plus démuni de ce pays, j'ai gravi les échelons grâce à mon savoir-faire que je vous ai transmis. Alors, dans ce paragraphe, nous voyons aussi la présence biblique où Jésus-Christ dit « Je vous laisse ma paix et je vous laisse ma bénédiction et allez partout dans le monde, dans toutes les extrémités de la terre et prêchez la bonne nouvelle. » Mais ici, c'est fait, bon, peut-être d'une manière, en fait, il se substitue à Jésus-Christ pour prêcher cette fois-ci la prostitution. Alors, je veux vous poser la question de savoir, est-ce que, en écrivant ces choses dans votre livre, est-ce que vous avez pensé à ce qui est écrit dans la Bible en bonne forme ou bien d'une bonne manière? Et ça, quand même, la prostitution, on ne va pas le dire que c'est une bonne chose, excusez-moi, bien que ça aide certaines personnes, mais bon, je ne sais pas. Est-ce que vous aviez eu l'intention que vous étiez dans la même lancée que ce que Jésus-Christ a fait? C'est le fait du hasard, tout simplement. J'ai été inspiré. Mangirita est bergère, pour ne pas dire Mangirita, c'est la mère de tous ses enfants. Et elle a le destin de ses enfants entre ses mains. Elle leur a donné une bénédiction de pouvoir conquérir toute la société avec leur talent. Alors, conquérir toute la société, conquérir partout, en un mot, et séduire tous les hommes. C'est difficile quand même. Pas séduire tous les hommes, mais satisfaire les hommes qui aiment les femmes comme Ndumba. Satisfaire tous les hommes qui aiment les femmes comme Ndumba. Bon, le nom le dit, hein, Ndumba, c'est la prostituée ou le prostitué. Bien, bon, on ne va pas s'attarder à cela. Alors, chers téléspectateurs, vous savez qui commence bien, finit bien. Et vous le savez très bien qu'en matière de télévision, the time is the time. After the time is not the time. Le temps, c'est le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Mais entre-temps, avant de mettre fin à cet entretien, nous remettons le micro à notre invité qui va nous délivrer peut-être un tout dernier message par rapport à son livre, par rapport à la disponibilité de ce livre, où est-ce qu'on peut le trouver. Alors, il a le livre Antenne. Désert tropical, c'est un recueil de nouvelles. Désert tropical, c'est une dénonciation des tares de notre société. Chacun à son niveau doit faire en sorte que la société puisse changer. Il y a peut-être de ceux qui n'ont pas encore pris conscience que ce qu'ils font n'est pas bien. Et je les invite à se procurer cet ouvrage. Le livre est disponible aux éditions L'Harmattan à Brazzaville, à la FNAC à Brazzaville, et aussi en ligne. Donc ils peuvent l'acheter sur le site des éditions L'Harmattan, sur le site d'Amazon et sur d'autres sites de vente comme celui de la FNAC. Qui veulent me contacter peuvent me joindre sur les réseaux sociaux, sur mes 2 pages Facebook ou encore sur Twitter. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Le temps pour moi de saluer Monsieur Ephraim, bien qu'il y ait une nette différence de taille. Je crois qu'on a fait plaisir aux téléspectateurs. Mais, chers téléspectateurs, le temps pour moi d'aller me plonger dans l'eau. Voilà, je vais aller plonger dans l'eau. Je reviens de l'océan Atlantique et je repars tout de même en disant au revoir aux téléspectateurs. Je vous aime bien, moi je me vais, je plonge dans l'eau,